Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci de préférer la télévision nationale. Au sommaire de cette édition, un centre technologique d'inspection et de quarantaine des marchandises en Guinée. Il a été lancé par le Premier ministre chef du gouvernement. Ce centre va renforcer la sécurité, la transparence et la fluidité des échanges commerciaux. Santé animale, une vaste opération de vaccination contre la rage est actuellement en cours dans le pays. Plus de 300 000 doses de vaccins sont mises à disposition pour la réussite de la campagne. Les temps forts dans ce journal. À Sigiri, le chômage des jeunes est au centre des préoccupations. Plus de 200 jeunes échangent avec le département de la jeunesse autour de l'insertion socio-professionnelle. C'est tout pour les titres. Une fois encore, bonsoir et bienvenue dans ce journal. Une mission mixte d'observateurs électoraux a été reçue en audience par le président du CNT. La mission conduite par l'ancien président burundais est venue échanger sur le processus et s'enquérir aussi des perspectives. Le point avec Robert Siditolno. C'est une mission mixte d'observateurs dépêchés par l'Union africaine, la CEDEAO, l'Organisation internationale de la francophonie, l'OIF, et la Mano-Riva Union dans le cadre de la supervision du scrutin présidentiel du dimanche 28 décembre en Guinée. La visite de courtoisie au CNT a permis de présenter l'équipe de missionnaires et d'échanger sur la tenue de l'élection présidentielle. Le Conseil national de la transition a joué un grand rôle pour se remettre sous la bannière de l'ordre démocratique. Et nous voulions en comprendre la substance de sa part. Il nous a rassurés quant aux consultations qui ont eu lieu dans le passé. Il nous a rassurés quant à la justesse et l'accueil dont ces lois ont bénéficié, en quoi ils ont amélioré l'organisation des élections dans ce pays. Les différents contacts que nous avons pu avoir jusqu'à présent nous indiquent que le calme règne. Donc, nous avons pris notre petit bâton de pèlerin à contacter les autres organisations, mais aussi à contacter les candidats. Et surtout, nous attendons le 28 pour savoir ce qui en sort, dans quelle mesure sera accepté par la population. Respectivement, l'Union africaine a dépêché plus de 60 observateurs, 6 pour l'Organisation internationale de la francophonie, 20 pour la Mano-Riva Union et la CEDEAO 133. Parmi les missionnaires, de nombreux parlementaires dont la présence a été saluée par le président du CNT. Il a par ailleurs appelé à une sérénité dans leur mission d'observation dans l'intérêt supérieur de la nation guinéenne. Et puis la haute autorité de la communication HAC rappelle aux médias et aux candidats en lice pour l'élection du président de la République que conformément au code électoral et aux décisions de la HAC, la campagne électorale a pris fin jeudi. « 2025, toute diffusion de messages susceptibles d'influencer le vote des citoyens est interdite. La haute autorité de la communication HAC invite par conséquent les médias et les candidats au respect scrupuleux du silence électoral. Le communiqué est signé de son président Boubacar Yassine Diallo. Conakry a accueilli ce jour une cérémonie majeure pour la gouvernance économique du pays. Le Premier ministre Amadou Riba a procédé au lancement officiel du Centre technologique d'inspection et de quarantaine des marchandises, un outil stratégique destiné à renforcer la sécurité, la transparence et la fluidité des échanges commerciaux. Reportage Ousmane Bangoura. Un pas décisif vers la modernisation de l'administration économique guinéenne. Sous la présidence du Premier ministre Amadou Riba, la Guinée se dote d'un centre technologique d'inspection et de quarantaine des marchandises, conçu pour répondre aux exigences de sécurité sanitaire, de facilitation du commerce et de mobilisation des recettes publiques. La cérémonie a réuni membres du gouvernement, représentants du corps diplomatique, partenaires techniques et financiers, ainsi que des acteurs du secteur privé,
témoignant de l'importance stratégique de ce projet pour l'État guinéen. Ce programme vise à doter notre pays d'un cadre organique plus performant, d'un dispositif réglementaire actualisé, d'outils de pilotage modernes et d'instruments opérationnels capables d'accompagner la montée en puissance du commerce intérieur et extérieur. SCAL est l'un de ces instruments. Il est intégré dans le Promecom comme un projet structurant de l'infrastructure nationale de qualité et de la sécurité des échanges. SCAL, dans son système de gestion automatisé, va interagir aussi avec le Trésor Pays, parce que le Trésor Pays gère l'ensemble des recettes non fiscales, et donc de façon progressive, on va les mettre aussi dans la boucle. Comme ça, les opérateurs n'auront pas forcément que besoin de faire des paiements, j'allais dire en espèces. Ils peuvent aller prendre ce code d'inspection sur la boucle et procéder aux différents paiements avec beaucoup plus de transparence et de célérité. Au centre de ce dispositif stratégique, l'administration douanière s'impose comme un acteur clé de la souveraineté économique nationale. Ces dernières années, la douane a modernisé les procédures, renforcé les systèmes informatisés, développé la gestion de risques. SCAL viendra compléter ce dispositif. Ce centre offrira un appui technique pour analyser les cargaisons ciblées, appuyer les décisions de retenue ou de libération des marchandises. Ce projet n'est pas seulement le fruit de la coopération entre la Chine et la Guinée, mais aussi une action concrète pour mettre en œuvre l'esprit du sommet de Pékin 2024, du Forum sur la coopération sino-africaine, et construire conjointement des infrastructures modernes de haute qualité. Il deviendra un soutien clé pour la Guinée dans l'amélioration de sa capacité de gouvernance, la garantie de la sécurité frontalière et la promotion de la facilitation du commerce. À travers la mise en service de ce centre technologique, le chef de gouvernement, Amadou Ouriba, a réaffirmé la volonté de l'État de renforcer la gouvernance économique et la modernisation des services publics. Avec ce projet SCAL, il est indispensable de tirer les avantages que nous pouvons faire pour que nos entrepreneurs, notre secteur privé, d'abord, se mettent en ordre de bataille, où il n'est plus question de se contenter des produits bas de gamme en ce qui concerne la production intérieure nationale. Il faut chercher à élever le niveau de standard pour être compétitif, comme d'autres pays qui sont un peu plus économiquement évolués que le nôtre sont à l'heure actuelle. Nous devons être en ordre de bataille. En ordre de bataille pour faire que notre production intérieure, notre production nationale soit compétitive par rapport aux produits qui sont de l'étranger. Avec l'entrée en service de ce centre technologique d'inspection et de quarantaine des marchandises, la Guinée franchit une nouvelle étape dans la modernisation de sa gouvernance économique. Un outil stratégique au service de la sécurité, de la transparence et de la compétitivité nationale, en droite ligne des ambitions de transformation portées par l'État. Nous revenons sur ce communiqué relatif à l'observation du silence électoral. La haute autorité de la communication HAC rappelle aux médias et aux candidats en lice pour l'élection du président de la République que, conformément au code électoral et aux décisions de la HAC, la campagne électorale a pris fin jeudi 25 décembre 2025 à 23h59. Pour les vendredis 26 et samedi 27 décembre 2025, toute diffusion de messages susceptibles d'influencer le vote des citoyens est interdite. La haute autorité de la communication HAC invite par conséquent les médias et les candidats au respect scrupuleux du silence électoral. Conakry, le 26 décembre 2025, signé le président Boubacar Yassine Diallo. Autonomisation des femmes et filles du pays dans les 35 centres apprenantes affûtent leurs armes pour être autonomes dans la vie. Cette année, elles sont 1500 filles et femmes déscolarisées et non scolarisées à obtenir leur attestation de fin de formation dans les filières génératrices de revenus.
Alkali Kobele Keita, Mohamed II Camara. Pour cette session 2025, elles sont plus de 1000 apprenantes à boucler leur formation dans les différentes filières au niveau des KF. Elles visent à rendre autonomes les filles et les femmes, surtout issues des milieux défavorisés du pays. Depuis l'avènement du CNRD, nous avons pu former dans les KEF plus de 8500 filles dans des formations qualifiantes sur toute l'étendue du territoire national où se trouvent les KEF. Ce sont des cérémonies synchronisées où à peu près 1500 filles recevront des attestations à l'issue de leur formation dans différents métiers qui sont fournis dans les KEF. Aujourd'hui est un jour important pour nous. Ce que nous recevons ici n'est pas seulement du matériel ou des attestations. C'est une chance de changer nos vies et de croire davantage en nous-mêmes. Cette remise des attestations aux apprenantes sortantes des KF session 2025 a été une occasion pour le président de la République, Mamadi Doumbouya, d'encourager les 10 championnes des KF pour leur engagement dans la voie qui mène vers l'autonomisation de la gente féminine guinéenne. Je remercie le président de la République. J'ai eu la chance de gagner les 20 millions de francs guinéens, puisque j'ai bien travaillé. Je vais continuer à travailler pour contribuer au développement de mon pays. Ce résultat est dû principalement à l'environnement politique favorable sous la conduite de son Excellence, Monsieur le Président de la République, Mamadi Doumbouya, qui a décidé de rompre avec l'indifférence et l'exclusion en plaçant l'humain, et en particulier la femme, au cœur de son projet de société. Les attestations et les financements remis aujourd'hui sont la traduction concrète de cette volonté. À la fin de la cérémonie, un montant de 200 millions a été donné à 20 groupements composés des sortants des KF par l'OFAEF. Le but de cet appui, booster les activités génératrices de ces groupements féminins. À présent, parlons de la lutte contre les effets des changements climatiques. En région forestière, un programme est en cours pour aider les populations à renforcer leur résilience et à améliorer l'adaptation des communautés. À son actif, de nombreuses actions. La 4e session de son comité de pilotage a permis de faire le bilan et planifier l'avenir. Compte rendu, Mamadou Alpha Baldé. Le combat quotidien pour une meilleure adaptation des communautés vulnérables au changement climatique reste une des principales priorités du gouvernement guinéen et de ses partenaires. En région forestière, les prévisions climatiques prévoient plus de crues soudaines, des orages plus fréquents et imprévisibles, dévastateurs pour des secteurs comme l'agriculture. Sur le terrain, le projet renforcement de la résilience et des capacités d'adaptation des communautés les plus vulnérables au changement climatique en Guinée forestière est en première ligne pour renforcer le dispositif d'adaptation dans la zone. Ce projet aide nos communautés dans tout ce que nous connaissons dans le cadre de la préservation de l'environnement et aussi, comme son nom l'indique, avoir une résilience face au changement climatique que nous connaissons. Ici, l'ensemble des réalisations sont évoquées, les contraintes relevées et les prochaines actions planifiées et validées par l'ensemble des parties prenantes du projet. Cette revue à mi-parcours de ce programme, bien qu'essentielle pour évaluer les progrès qui méritent d'être améliorés, il est clair que des efforts supplémentaires sont nécessaires pour réaligner les actions entreprises. La communauté internationale est confrontée de plus en plus à une recrudescence des phénomènes météorologiques extrêmes et la Guinée n'en est pas épargnée par ce fléau. Si rien n'est entrepris, les impacts du changement climatique en Guinée de façon générale et en Guinée forestière de façon particulière, ces impacts risquent certainement de perturber le régime des pluies par une augmentation des pluies orageuses et un accroissement de la recrudescence de l'intensité des crues soudaines et des sécheresses.
À travers cette session du comité de pilotage, une nouvelle stratégie est adoptée pour la suite des activités sur le terrain dans le but de renforcer encore plus la résilience des communautés face aux effets des changements climatiques. La structure citoyenne La Voix des paysans a aussi organisé un débat citoyen sur le premier pilier du programme Simandou 2040, axé sur l'agriculture, l'industrie alimentaire, le commerce. L'événement, animé par le président du conseil d'administration du Transguinéen, a connu la participation des agriculteurs venus de tout le pays. Reportage Seko Souma. L'agriculture, un secteur clé de l'économie guinéenne, est au cœur du premier pilier du programme Simandou 2040 pour éclairer les acteurs du monde agricole sur le mécanisme de financement de leurs produits et les défis liés à la mise en œuvre du projet. La structure citoyenne La Voix des paysans VDP organise un débat citoyen. En plaçant le secteur agricole comme premier pilier du secteur du programme Simandou, c'est reconnaître vraiment notre développement passe par l'agriculture. Donc les acteurs agricoles se réjouissent depuis l'avènement du CRND pour tous les accompagnements des investissements massifs qui ont été faits dans le cadre du domaine agricole, dans le domaine de l'élevage. Cet espace qui permettra à tout le monde de mieux comprendre les différents composantes du projet Simandou, de comprendre le pilier 1, la relation entre le projet Simandou et les questions agricoles, les dynamiques de développement agricole. Donc c'est un moyen d'éclairage de l'opinion sur ces différentes problématiques. Les échanges animés par le président du conseil d'administration du Transguinéen ont permis au cadre du projet Simandou 2040 d'expliquer aux acteurs du monde rural la place importante qu'occupe l'agriculture dans ce projet. Les préoccupations des agriculteurs sont prises en compte au niveau du programme Simandou, au niveau de la CTG et au niveau du projet Simandou. C'est ce qu'on va faire. Et en plus de l'accès aux infrastructures pour l'évacuation des produits agricoles, plusieurs accompagnements sont prévus dans le programme Simandou, des aménagements des plaines agricoles sont prévus. Donc on veut s'assurer quand même que le projet a des impacts, des externalités positives énormes sur les agriculteurs et c'est sûr qu'à partir de 2026, davantage, l'implémentation de cela va se faire. Les panélistes ont souligné que ce projet arrive à point nommé et permettra aux agriculteurs guinéens de développer leur production et d'améliorer leurs revenus, un objectif cher à la voix des paysans. Promotion du secteur avicole, la fédération professionnelle a tenu son assemblée générale. Lors de cette rencontre, le plan d'action opérationnel 2026 a été présenté. Compte rendu Ibrahima Woulem Fofana. La préfecture de Farana, une des zones les plus propices à l'aviculture. Aujourd'hui, l'émergence du secteur reste une priorité du gouvernement et des structures du monde rural. Ici, au siège régional de la Chambre d'agriculture de Farana, cette assemblée de la filière avicole porte sur la présentation du plan d'action opérationnel 2026. Cette rencontre se veut avant tout un cadre d'échange, de dialogue et de partage d'expériences, permettant à chaque acteur, autorité, services techniques, exploitants avicoles, communautés locales et partenaires de mieux comprendre son rôle et ses responsabilités dans la production et la valorisation durable des ressources avicoles de notre pays. À l'endroit du bureau national de la FIRA, à l'endroit du bureau régional de la FIRA, je vous encourage à renforcer la cohésion entre les structures préfectorales, à promouvoir la professionnalisation des acteurs et à veiller à ce que les intérêts de tous les membres soient représentés et défendus. Autre facette de la rencontre, c'est la recomposition du bureau régional, y compris les postes vacants. Avec l'élection de ce nouveau bureau préfectoral de la Fédération interprofessionnelle avicole de Farana, plusieurs défis sont à relever. Nous savons combien de fois nos autorités nous accompagnent. Je demande à tous de redoubler d'efforts pour que nos rendements s'augmentent. Cette rencontre a aussi été un cadre d'échange entre participants et autorités locales, mais aussi la délégation de la Fédération interprofessionnelle nationale avicole, régionale et préfectorale de Farana. Plusieurs recommandations sont faites pour une meilleure implication de la FINA dans la recherche de solutions au niveau national. Une vaste opération de vaccination contre la rage animale est actuellement en cours dans le pays.
Le ministère de l'Élevage a mis à disposition 300 000 doses de vaccins pour lutter contre la rage, une maladie mortelle qui cause plus de 60 000 décès humains par an à travers le monde. Reportage Noumousso Diakité. La campagne nationale de vaccination contre la rage des animaux se poursuit dans la capitale avec des vaccinations effectuées dans des endroits où il y a une forte concentration de chiens abandonnés. L'objectif de cette opération est de protéger à la fois les animaux et les humains contre cette maladie virale et mortelle. Des propriétaires d'animaux de compagnie sont invités à collaborer avec les services vétérinaires pour une vaccination plus étendue. La rage est une maladie zoonotique qui est endémique dans notre pays et qui cause beaucoup de dégâts, surtout au niveau des jeunes de moins de 15 ans, principalement localisés dans les pays moins développés. C'est vu cette réalité et du fait qu'elle fait partie des zoonoses négligées en Afrique que le pays a élaboré un plan d'action intégré d'élimination de la rage humaine à l'horizon 2030. Et parmi les activités que nous mettons en œuvre pour lutter contre cette zoonose, la campagne de vaccination à l'échelle nationale. Des vétérinaires se mobilisent sur le terrain pour vacciner le maximum de chiens abandonnés contre la rage et prodiguer des conseils pour protéger la santé publique en cas de morsure. La première conduite à tenir, c'est de laver proprement la plaie à l'eau savonneuse et rincer très bien, désinfecter par un antiseptique, par un alcool à 70 degrés. Après, se diriger vers un centre spécialisé de la lutte contre la rage pour la prise en charge. Mais on ne peut combattre la rage que par la vaccination. Au ministère de l'Élevage, la préservation de la santé des animaux et des humains demeure une préoccupation majeure et est au cœur de sa mission de transformation. Et comme on parle de santé, le réseau guinéen des personnes vivant avec le VIH-Sida a organisé une conférence pour réfléchir aux stratégies de résilience à adopter face au manque de financement. L'initiative est soutenue par Médecins sans frontières et s'inscrit dans le cadre de la célébration du mois dédié à la lutte contre le VIH-Sida. Reportage Adiatou Bari. Crise financière, baisse des appuis extérieurs, risque de rupture des services. Le constat est partagé. Mais pour ces acteurs réunis, la riposte doit désormais s'appuyer davantage sur les capacités internes des pays africains. Il y a des crises financières au niveau international. Donc il va falloir que tout le monde se retrouve, qu'on trouve des pistes de solutions pour trouver des fonds domestiques ou bien d'autres financements qui peuvent nous permettre de pérenniser cette action qui a été longtemps menée et pour continuer à sauver des vies des Guinéens. C'est une excellente initiative du Rega Plus d'avoir invité tous les différents acteurs dans la lutte contre le VIH à s'asseoir et vraiment à réfléchir ensemble sur des nouvelles stratégies de financement, étant donné que c'est un besoin qui va perdurer encore pendant des décennies. Parmi les pistes évoquées, une augmentation des lignes budgétaires nationales dédiées au VIH, une meilleure intégration de la riposte dans la couverture sanitaire universelle, mais aussi la mobilisation du secteur privé et des collectivités locales. Les participants ont également insisté sur le rôle central des organisations communautaires dans la gestion efficiente des ressources et le plaidoyer pour des financements durables. Aujourd'hui, il faut créer de nouvelles sources de financement pour faire face à la lutte contre le VIH, mais aussi il faut diversifier ces sources de financement. Et il faut beaucoup plus miser sur la mobilisation des ressources domestiques. À l'issue de la conférence débat, un appel fort a été lancé aux autorités nationales et aux partenaires. Investir davantage de ressources locales pour préserver les acquis et assurer l'avenir de la lutte contre le VIH en Afrique, notamment en Guinée, qui a une prévalence modérée. Dans l'actualité encore, le procureur général près la cour d'appel de Kankan est officiellement installé dans ses nouvelles fonctions. Marwan Baldé va mettre en application les grandes orientations du ministère de la Justice dans la région. Reportage Yamo Kaba. Dans la ville de Nabaya, il est connu du grand public au niveau du parquet d'instance pour avoir incarné la justice face au banditisme et la délinquance. Comme les mêmes causes produisent les mêmes effets,
Marwan Baldé porte aujourd'hui le flambeau de la cour d'appel de Kankan. Entre continuité et renouveau, son installation ouvre une nouvelle étape pour le parquet général. Son attachement à l'action publique est encore réaffirmé. Mes tout premiers sentiments, c'est mes remerciements d'abord a priori au chef de l'État, le président de la République, le chef suprême des armées, le président du Conseil supérieur de la magistrature pour la confiance qu'il a accordée à ma personne en me nommant procureur général près la cour d'appel de Kankan. Ma priorité principale, c'est de veiller au développement de la société, à ce que les citoyens vaquent à leurs affaires dans la tranquillité. Je vous invite, citoyens, à ne plus continuer à engager des difficultés parce que l'appareil judiciaire a besoin de nous, de notre contribution. Auxiliaires de la justice, messieurs les officiers de la police judiciaire, votre rôle est attendu. Les chantiers qui s'annoncent pour le procureur général près la cour d'appel de Kankan sont importants, prévient le représentant du garde des Sceaux. Les dispositions des articles 37, 38, 39 et suivants du Code de procédure pénale, en lui rappelant que seule la loi doit être appliquée comme il a toujours fait. Il a fait montre d'un magistrat courageux, rigoureux, mais compétent. Dans son champ de compétences qui touche les régions de Farana, Zérekore et Kankan, le procureur général Marwan Baldé est celui qui décide des poursuites et veille à l'application de la loi. Le dialogue et la qualité des relations humaines devront soutenir ces nouvelles fonctions pour mener à bien les grandes réformes de la Cour d'appel afin de répondre aux attentes des citoyens. Électricité face aux pertes importantes liées à la fraude de l'électricité en Guinée. EDG, le centre de formation du ministère de l'Information et de la Communication, unissent les efforts à travers une session de formation destinée à renforcer les capacités des journalistes des médias publics et privés sur les enjeux et mécanismes de lutte contre la fraude dans le domaine. Reportage Aboubakar Ami Kamara, Tierno Younoussaba. Cette étape est l'aboutissement de 3 jours d'intenses travaux. Des journalistes des médias publics et privés sont outillés sur des thématiques liées à la lutte contre la fraude et la corruption dans le secteur de l'électricité. Nous avons compris que le secteur de l'électricité est vital et que la Guinée perd chaque année de par la corruption, mais aussi par la fraude. Et nous avons également compris que l'État met beaucoup d'argent en termes de subventions pour que le courant arrive dans les ménages. Et nous avons compris également que pour lutter, n'est-ce pas, inverser la tendance, les journalistes ont un rôle important et déterminant à jouer. Cette formation est le fruit d'une franche collaboration entre les DG et le centre de formation du MIC. À l'issue de la rencontre, les participants se sont dit satisfaits des thématiques proposées. En nous outillant sur ces enjeux, vous avez contribué à renforcer notre responsabilité professionnelle, notre capacité d'analyse et notre rôle dans la promotion de la bonne gouvernance. Durant ces 3 journées de travaux, nous avons acquis des outils concrets, tant sur la compréhension des mécanismes de fraude que sur les bonnes pratiques journalistiques, notamment à travers l'approche du journalisme de solution. Je pense que c'est une chance et une opportunité, en tout cas pour nous, d'être venus côtoyer le centre. Les retours en termes de qualité sont très satisfaisants. Donc ça conforte un peu l'idée qu'on a partagée ensemble de renforcer la passerelle avec le centre de formation. Au regard des pertes immenses enregistrées dans le secteur de l'électricité en Guinée, estimées à plus de 1000 milliards de francs guinéens par an dans la fraude, l'implication des hommes des médias est plus que nécessaire au visa de leur rôle dans la sensibilisation en faveur de la lutte contre la fraude et la corruption dans ce secteur stratégique de développement. L'ANAFIC aussi signe une convention avec les médias publics. C'est pour la viabilisation de son programme en faveur des couches défavorisées. Suivez le compte-rendu de Moussa Bangoura. Au compte de la décentralisation et du développement local, ANAFIC, Agence nationale de financement des collectivités locales, couvre tout le pays.
Pour mieux viabiliser ses actions sur le terrain, la direction de cette institution s'engage à collaborer avec les médias de service public. Il s'agit du quotidien national Orea et la radio rurale de Guinée. Cette signature de convention intervient dans le cadre du projet d'appui à la gouvernance locale dans sa phase 2, financée par la Banque mondiale. La signature pour nous marque un début d'aller vers les institutions étatiques pour que entre nous, institutions de l'État, que nous puissions harmoniser nos interventions et surtout mutualiser nos efforts. Et je pense que c'est de cette force que nous allons créer en nous mettant ensemble que nous pourrons valoriser le développement local et la décentralisation telle que prônée par la plus haute autorité avec à sa tête M. le Président de la République. C'est parti donc pour 12 mois de couverture médiatique. Désormais, ces médiums de proximité vont produire et diffuser des articles sur toutes les interventions de l'ANAFIC dans les collectivités du pays. Pour nous, ça serait une bonne chose qu'aujourd'hui, partout où l'ANAFIC serait, on aura des points focaux pour que l'information à la base puisse remonter, pour que l'ensemble de la population guinéenne puisse savoir qu'est-ce que l'ANAFIC est en train de faire dans la commune de Somfonia ou dans la commune de Yukunku. Nous émettons à l'endroit de nos collectivités, de nos communautés en langue nationale. L'ANAFIC aussi travaille dans ces collectivités. Nous allons utiliser les moyens nécessaires pour amplifier les informations concernant les activités de l'ANAFIC pour faciliter la compréhension à l'endroit des populations bénéficiaires des activités de l'ANAFIC. Cette approche innovante permet à chaque citoyen d'être mieux informé des projets de l'ANAFIC sous la tutelle du ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation. Présidentielle 2025, la DGE a lancé à l'AB la formation des formateurs locaux des membres de bureaux de vote pour que ceux-ci forment à leur tour 9 998 membres de bureaux de vote. Ce processus de formation vise à assurer une bonne conduite des élections. Reportage Sarafdine Diallo, Alpha Isiagaba. Ce dimanche, le 28 décembre 2025, les Guinéens se rendront dans les urnes pour élire le président de la République. Pour que cette élection soit transparente, crédible et apaisée, le renforcement des capacités des acteurs s'avère nécessaire. Ici, à l'AB, c'est au tour des commissions administratives de centralisation des votes CACV et des commissions de réception et de transmission des procès-verbaux CRPTV de la Moyenne Guinée de bénéficier du même avantage. C'est de les outiller, faire en sorte qu'ils soient prêts après le vote, de faire l'analyse, le comptage des voix afin que ces voix remontent électroniquement à la direction générale. Leurs actions engagent directement la sincérité du vote, la fiabilité des résultats et au-delà la paix sociale et la stabilité institutionnelle. Durant 2 jours de formation et de sciences pratiques, ces acteurs du processus électoral sont désormais outillés en technique de collecte, de comptage des voix et du remplissage des procès-verbaux pour une remontée rapide des résultats issus des urnes. La formation là occupe une place prépondérante parce que ça permet de renforcer la capacité de tous les membres qui composent les différentes CACVI. Donc ça dénote d'ailleurs la crédibilité du processus électoral. Et j'ai dit aux apprenants que d'abord, au-delà de tout, la formation est une action essentielle dans la constitution de la capacité opérationnelle. Ils sont là pour apprendre un de plus afin d'être utiles dans ce cadre ou dans ce processus des élections. Ce processus de renforcement des capacités des membres du CACV et CRPTV se déroule sur toute l'étendue du territoire national. La démarche vise à concourir à un scrutin présidentiel fiable, sécurisé et accepté de tous.
Reportage rendu en studio par Sona Sagnou. Les formations se multiplient en faveur des membres des bureaux de vote. À Boké, la DGE a organisé une formation à l'intention des membres des commissions administratives de vote et des membres des bureaux de vote. Objectif, renforcer les capacités des uns sur le processus des votes et des autres sur la réception des procès-verbaux. Reportage Younoussa Tawel Kamara. C'est une formation simultanée qui regroupe les membres des commissions administratives de centralisation des votes et les membres des commissions de réception des procès-verbaux. Une initiative de la direction régionale des élections de Boké en vue de renforcer leur capacité sur le rôle et responsabilité de chacun dans ce processus électoral. Donc vous avez une lourde responsabilité. Il n'y aura plus de perte de procès-verbal. En tout cas, monsieur le procureur, je vous rassure à ce niveau, les procès-verbaux que vous recevrez seront des procès-verbaux vérifiés et des procès-verbaux qui sont émargés par le président du bureau de vote. Dans leur discours de circonstances, le représentant du ministère de l'administration du territoire et de la décentralisation et la directrice de cabinet du gouvernorat de Boké ont exhorté les participants à la rigueur et à l'impartialité dans le travail. Cette formation est d'une importance capitale. Elle permettra d'harmoniser les pratiques, de clarifier les rôles et responsabilités de chacun et de prévenir les erreurs susceptibles de fragiliser la transparence des résultats. Je demanderai à tout un chacun de vous de travailler la formation que vous allez recevoir des grands formateurs aguerris. Je voudrais à ce que vous arriviez à faire une bonne restitution. Parce que c'est ce qui va donner un bon résultat à ce travail que nous allons vraiment faire. Au centre de formation professionnelle de Boké également, les membres des bureaux de vote bénéficient d'une formation et ils seront tous déployés dans les 38 circonscriptions électorales de la région administrative de Boké pour assurer le processus électoral du 28 décembre. La DGE garantit une élection inclusive. Toutes les dispositions sont prises pour faciliter le vote aux personnes handicapées. À travers le pays, une sensibilisation a été menée dans ce sens par la fédération qui regroupe les associations des personnes handicapées. Plus de détails avec Tierno Ousmane Diallo. Après Conakry, la Fédération nationale des personnes handicapées met le cap sur les villes de l'intérieur du pays pour encourager la participation de toutes les personnes vivant avec handicap à pleinement s'engager dans le processus électoral et à accomplir son devoir civique le jour du vote. De Kindia à Cancan, en passant par l'Abbé et d'Abola, le message est le même afin de favoriser une élection inclusive. Cette année, nous avons célébré le 3 décembre sous le signe de l'inclusion, la promotion des sociétés inclusives pour le progrès social. Et qui parle du progrès social, parle de l'inclusion. L'inclusion veut dire adapter la société à la condition des personnes en situation de handicap. Ça veut dire aussi qu'il faut adapter tout le programme en cours, dont le processus électoral. La Direction générale des élections appuie cette initiative pour informer et surtout rassurer les personnes porteuses de handicap quant aux dispositions prises pour leur accès dans les bureaux de vote. Une personne handicapée aussi qui est atteinte d'une déficience visuelle, ceux-là qu'on appelle généralement les aveugles ou les malvoyants, les personnes atteintes d'albinisme aussi font partie de cette catégorie. Donc quand ils viennent dans les bureaux de vote, ils peuvent se faire assister par les membres du bureau de vote pour voter pour le candidat de leur choix. Mais s'ils n'ont pas confiance aux membres du bureau de vote, ils peuvent se faire assister par une tierce personne qui les guide vers le candidat de leur choix. C'est très important qu'on mette ces informations à la disposition des populations en situation de handicap. Il en va de tous les types de handicaps. Les dispositions pratiques sont prises. Dans tous les bureaux de vote, ce 28 décembre, les personnes porteuses de handicap disposant de cartes d'électeurs pourront exercer librement leur devoir civique. Et puis cette directive numéro D 2025-009 MATD-DGE relative à la désignation des membres des bureaux de vote pour l'élection présidentielle du 28 décembre 2025 aux directeurs régionaux pour validation, aux directeurs préfectoraux et communaux et chefs services communaux de la DGE pour exécution.
Dans le cadre de l'organisation du premier tour de l'élection présidentielle du 28 décembre 2025, il est demandé en collaboration avec les centrales syndicales de l'éducation, les étudiants et les structures décentralisées de procéder à la désignation des membres des bureaux de vote conformément aux critères et modalités ci-après. Composition et désignation des membres des bureaux de vote. Conformément à l'article 82 du Code électoral du 27 septembre 2025, chaque bureau de vote est composé de 5 membres. 1. Un président. 2. Un vice-président. 3. Un secrétaire. 4. 2 accesseurs. Aussi, en application de l'article 87, les membres sont désignés par l'OTIGE à travers ses démembrements sur la base de critères qu'il définit. Cette désignation est faite en collaboration avec les autorités décentralisées ou déconcentrées selon le type d'élection. Ils doivent être capables de rédiger un procès-verbal en français. Grand 2. Critères de sélection des membres de bureau de vote. Les membres désignés doivent remplir les conditions suivantes. Être résident de la localité, du quartier, du district ou tout au moins de la commune. Avoir l'une des pièces d'identité suivantes en cours de validité. Carte d'identité, passeport, carte d'étudiant ou carte d'électeur. Être âgé de 18 ans ou plus. Disposer d'un numéro de téléphone afin de pouvoir être joignable. Savoir écrire et parler correctement le français. Avoir au moins une expérience dans les opérations électorales. Ne pas être membre d'un parti politique ou d'un mouvement politique. Tous les paiements, primes de formation, primes du jour de scrutin se feront par le Crédit Rural sur présentation physique de la personne avec une pièce d'identité. Les paiements de primes du jour du scrutin se feront le lendemain du scrutin, soit le 29 décembre 2025. Montant des primes. Les primes des membres des bureaux de vote sont fixées selon le tableau ci-dessous. Membre de bureau de vote, président de bureau de vote, 500 000 francs guinéens. Vice-président et secrétaire, 400 000 francs guinéens. Accesseur, 300 000 francs guinéens. Procédure de désignation. Les désignations seront faites par entité suivante et en respectant scrupuleusement les critères établis au point 2 de la présente directive. Président, vice-président, secrétaire par les démembrements de la DGE en collaboration avec les centrales syndicales de l'enseignement préuniversitaire, universitaire et étudiant. Accesseur par les présidents de délégations spéciales en relation avec les sous-préfets pour les sous-préfectures et les préfets pour les communes urbaines. Pour la zone spéciale de Conakry en collaboration avec le gouvernorat. Chaque personne désignée devra signer une fiche d'engagement de présence, de non-substitution, mais aussi de respect des règles de tenue d'un bureau de vote avant de se voir inscrit en tant qu'agent de bureau de vote au niveau du chef-service communal des élections. Les listes fournies par les présidents de délégations spéciales devront être dûment signées et cachetées avant toute prise en compte. Méthode de remontée des données. La remontée des données se fera exclusivement à partir du tableau Excel standardisé, conçu et mis à disposition par le département des opérations de la DGE. Directeurs communaux et chefs-services communaux, désignation des membres des bureaux de vote et compilation des listes. Directeurs préfectoraux, consolidation des données issues des communes relevant de la juridiction. Directeurs régionaux, validation et transmission des données issues de la circonscription. Une fois les données consolidées des communes relevant des préfectures, les directeurs préfectoraux communaux transmettent aux directeurs régionaux pour validation et transmission finale du fichier au courriel suivant
direction@dge.gov.gn. Pour tout remplacement après transmission, le directeur régional doit se rassurer de la raison et faire parvenir toute demande de remplacement par le courriel cité ci-dessus. Après désignation des membres du bureau de vote prise par la direction générale, aucune demande de remplacement ne sera prise en compte. Date butoir. La remontée des données consolidées par les directeurs régionaux doit se faire au plus tard le mardi 9 décembre 2025 à 18h, délai de rigueur. La direction générale compte sur votre diligence habituelle au regard du caractère urgent de cette institution. Conakry, le 8 décembre 2025, la directrice générale, Madame Kamara Djeynab Touré. Direction Télémélé, le parrain de la préfecture, Dr Oumar Youeba, a initié une grande journée de prière dans les 15 sous-préfectures de la localité. L'idée, implorer la grâce divine pour la stabilité et pour le chef de l'État. Thierno Maroufba, Mohamed Mpati Kamara. Au lendemain de la campagne électorale sans violence dans la préfecture de Télémélé, des prières et bénédictions ne cessent de s'intensifier. Dans la commune urbaine et la commune rurale, les fidèles se mobilisent autour du Saint-Coran. Le but recherché est d'implorer la grâce divine pour la stabilité et le vivre ensemble. Ici, dans toutes les mosquées, le livre saint est lu plusieurs fois. Et nous prions Dieu, quand il exauce nos prières là, nous prions Dieu que les élections se passent dans les meilleures conditions, que Dieu guide le nouveau président qui sera élu. Télémélé est satisfait du déroulement de la campagne jusqu'à ce jour. C'est le ministre de la Santé, Dr Oumar Youeba, qui est à l'initiative de ces prières, et nous, les sages du tout Télémélé, on s'est fortement mobilisés pour implorer la grâce divine pour notre préfecture et pour toute la Guinée, et surtout le chef de l'État. Marqué par une forte mobilisation pour cette cause noble, les 15 sous-préfectures en ce vendredi saint ont prié pour la paix. Toute personne qui ne prie pas son président, il n'est pas un bon citoyen. Parce que le président suit le bon chemin, c'est pour l'intérêt supérieur de la nation. S'il suit le mauvais chemin, on ne le souhaite pas, c'est le détriment de la population. Sur ce, on est là aujourd'hui pour honorer cette lecture et nous prions Dieu qu'il donne la santé de faire à M. le président de la République. Ce moment de prière pour la stabilité dans la préfecture et partout en Guinée à Télémélé va se poursuivre afin que la paix et la concorde nationale règnent avant, pendant et après la présidentielle du 28 décembre 2025. Dans la cité de Manga Kindi Kamara, les habitants ont massivement répondu à l'appel de la fondation El Hadj Mamadou Saliou Kamara. Au buffet de la gare, le premier imam de la grande mosquée de Conakry a invité les citoyens à renforcer la cohésion sociale entre filles et fils de Guinée avant, pendant et après l'élection présidentielle. Fatoumata Batouli Diallo. À quelques jours du scrutin, la fondation El Hadj Mamadou Saliou Kamara intensifie sa mobilisation citoyenne. L'objectif du premier imam de la grande mosquée est clair, promouvoir le langage de l'unité nationale et rappeler à tous les Guinéens l'importance de la paix en cette période sensible. On est tout près de l'élection dans la semaine là. Kindia est connu de faire voter. Ce qu'il veut voter, il vote. S'il ne vote pas, il reste à la maison. Pas de violence. Il faut que tout le monde soit patriote, tout le monde soit un bon Guinéen pour sa grande famille, qui est la République de Guinée, pour que la paix règne, la paix reste dans nos rangs politiques administratifs. On sent en Guinée actuellement que la paix règne et on veut vraiment qu'on continue sur ce sens. Pour sauvegarder la paix, il faut vraiment donner la lumière à la jeunesse. Et comment passer cette lumière à la jeunesse? Il faut favoriser au fait l'éducation. Pour impliquer davantage les citoyens de Kindia dans le maintien de la stabilité, des messages de paix sont diffusés dans les langues nationales. Autorités et habitants s'engagent à promouvoir la cohésion sociale. Kindia est une ville de paix. Donc les citoyens de Kindia doivent continuer à être comme avant. Après son vote, il choisit celui qu'il veut. Après, il rentre à la maison sans problème. Je lance un appel à tout un Guinéen de consolider la cohésion sociale et de se donner la main
pour que la Guinée soit plus émergente. Créée en 2024, la Fondation El Hadj Mamadou Saliou Camara intervient dans plusieurs domaines, notamment l'éducation et le maintien de la paix pour œuvrer à une Guinée sans violence. Le collectif des femmes leaders de Guinée a organisé une lecture du Saint-Coran ce vendredi 26 décembre à la Grande Mosquée de Kipé. L'objectif est de solliciter auprès du très miséricordieux Allah sa grâce afin qu'il accompagne les actions du gouvernement. Amadou Baïlobari. Initiée par le collectif des femmes leaders et engagées de la République de Guinée, Kofergui, cette lecture du Saint-Coran a réuni plusieurs fidèles croyants, parmi lesquels des hauts responsables de la République. La vision est de solliciter la grâce divine pour accompagner le gouvernement dans sa politique d'union nationale et du développement humain et durable sur un dénominateur commun qui est celui du maintien de la paix et de la quiétude sociale avant, pendant et après les élections. Nous avons voulu organiser cette lecture de Coran pour implorer le bon Dieu afin qu'il nous assiste dans cette tournant décisif de l'histoire de notre pays qui va se dérouler à travers les yeux. Je voudrais remercier cette structure qui a bien voulu réunir toutes les femmes de la contrée pour qu'ensemble qu'on puisse faire des prières, des bénédictions pour qu'on ait des élections apaisées dans notre pays. Unir les Guinéens dans un esprit de fraternité et de solidarité est un devoir de tous. Je demande à tous les Guinéens que la prière que nous avons faite, de ne pas gâter ça. Aimons la Guinée. Dieu a fait son soir. Je dois remercier Dieu et continuer à faire la prière pour la Guinée et les Guinéens et ceux qui ont uni. Parce que Dieu aime l'union. Quand on parle de développement, il faut la paix. Quand on parle d'élections apaisées, il faut la paix. On doit aller aux élections avec à la clé l'apaisement. Et vous savez, c'est un scrutin présidentiel, ça se fait en 24 heures. Et le lendemain, on se retrouve, on conjugue les mêmes verbes. Et donc, au nom du ministre de l'Information et de la Communication, Fana Souma, je salue l'initiative de cette association. La Kofergui œuvre dans la promotion du développement socio-économique et l'émancipation des femmes. Cette lecture du Saint-Coran traduit sa volonté de préserver la paix, gage de toute émergence. Et puis ce communiqué conjoint Office national des loisirs et parquet spécial du tribunal pour enfants. Renforcement de la protection des mineurs dans les espaces de loisirs en Guinée. L'Office national des loisirs, ONL, en partenariat avec le parquet spécial du tribunal pour enfants de Conakry, informe l'ensemble des populations qu'un dispositif renforcé de protection des mineurs est désormais appliqué dans les espaces de loisirs conformément aux dispositions du Code de l'enfant. Il est strictement interdit aux personnes âgées de moins de 18 ans d'accéder ou de rester à partir de 22 heures dans les bars, boîtes de nuit, lounges, salles de spectacle, plages aménagées et tout autre lieu de loisirs non adapté à leur âge. Cette mesure vise à préserver les enfants contre les risques liés à la nuit, violence, consommation d'alcool, délinquance et toute forme d'exploitation. Les propriétaires et gérants d'établissements de loisirs sont tenus de vérifier systématiquement l'âge des clients à l'aide d'une pièce d'identité et de refuser l'accès aux mineurs après l'heure réglementaire. Des équipes mixtes de l'ONL et des forces de sécurité procéderont à des contrôles sur toute l'étendue du territoire national. Les parents et tuteurs sont également appelés à exercer une vigilance renforcée. Tout enfant présent dans un espace de loisirs doit être accompagné d'un adulte, y compris en journée. Tout manquement à ces dispositions entraînera des poursuites judiciaires et des sanctions prévues par la loi. Protéger les enfants, c'est protéger l'avenir de la Guinée. Ensemble, œuvrons pour des loisirs sains, responsables et sécurisés. Conakry, le 23 décembre 2025, pour l'Office national des loisirs, Mamadou Baïlobari, pour le parquet spécial du tribunal pour enfants, Dr C. Avis Gami.
Communiqué officiel, suspension exceptionnelle des Jeux physiques le dimanche 28 décembre 2025. Dans le cadre de l'application du décret numéro D 2025-0217 PRG-CNRD-SGG du 13 novembre 2025 portant convocation du corps électoral pour l'élection présidentielle du 28 décembre 2025, la Direction générale de l'autorité de régulation du secteur des jeux et pratiques assimilées annonce la suspension de toutes les activités de jeux et de paris sur les réseaux physiques ainsi que toute autre forme de pratique assimilée le dimanche 28 décembre 2025, jour du vote. Par ailleurs, la RSJPA rappelle l'importance d'un jeu responsable et citoyen. Elle encourage toutes les sociétés de jeux et les parieurs à remplir leur devoir civique en participant activement à ce processus électoral. La Direction générale de la RSJPA compte sur la coopération de toutes les sociétés de jeux et paris pour le respect strict de ce communiqué. Fait à Conakry le 26 décembre 2025, le directeur général de l'autorité de régulation du secteur des jeux et pratiques assimilées, Mamoudou Sissé. À Sigiri, dans le Bouré, le chômage des jeunes est au centre des préoccupations. Pendant 2 jours, cadre du ministère de la Jeunesse, chef d'entreprise et plus de 2000 jeunes échangent autour d'un même objectif, accélérer l'insertion socio-professionnelle. Reportage Diara Diallo. À Sigiri, la lutte contre le chômage des jeunes passe à l'action avec la tenue du salon de l'emploi et de l'auto-emploi. Pendant 2 jours, jeunes en quête d'opportunités, entreprises minières, structures de formation et institutions d'appui à l'entrepreneuriat se retrouvent dans un même espace d'échange avec pour objectif rapprocher l'offre à la demande, mieux orienter les jeunes et faciliter leur accès au marché du travail dans une zone fortement marquée par l'activité minière. Le secteur minier guinéen devient compétitif et extractif à travers le programme Simandou 2040, qui est une opportunité de développement de notre pays, d'insertion socio-économique et professionnelle des jeunes. Le ministère de la Jeunesse, à travers la Direction nationale de l'emploi et de l'auto-emploi des jeunes, avec l'appui des partenaires, réaffirme son engagement en faveur de l'employabilité des jeunes en misant sur le renforcement des compétences, la maîtrise des techniques de recrutement et l'adaptation aux besoins réels des employeurs. Nous sommes à Sigiri aujourd'hui pour l'organisation de la 2e édition du Salon de l'emploi et de l'auto-emploi des jeunes, qui a pour objectif de promouvoir l'emploi et l'employabilité des jeunes, mais aussi la stabilité socio-économique dans les zones minières. L'emploi de Sigiri s'inscrit dans le cadre de venir à bout, afin de proposer des solutions dans le cadre de l'instauration de la paix, de la bonne cohabitation entre les jeunes et les sociétés, entre les populations et les jeunes. Des panels thématiques viennent enrichir les échanges autour de Simandou 2040, des stratégies de recrutement des sociétés minières à Sigiri, des mécanismes d'insertion professionnelle ainsi